Quand j'ai créé Travailler moi, je voulais d'abord partager des récits de reconversion professionnelle, puis des récits de vie professionnelle avec ou sans reconversion. Et puis finalement, plutôt que de récits de vie professionnelle, il s'agit surtout de rencontres, et le récit de la vie professionnelle passe presque au second plan. Dans ce nouvel épisode, je reçois Nathalie Séjean, dont le métier est de fabriquer des histoires. Pas de les raconter, mais bien de créer quelque chose qui n'existait pas avant. On aurait pu reprendre son parcours de façon chronologique, mais finalement, nous sommes entrés rapidement dans les idées. Alors oui, on retrace un peu le parcours de Nathalie, mais surtout, on parle de créativité, de comment entrer en conversation avec sa créativité, de l'importance d'imaginer le monde que l'on souhaite voir advenir et de bien d'autres choses, comme comment créer une maison d'édition par exemple. Bref, tu l'auras compris, un épisode qui donne envie d'essayer de créer, de faire, et si je devais le relier à l'idée de la vie professionnelle, je dirais sois attentive à ce que Nathalie dit des phases de pré-production et de production d'un projet. Voilà, j'espère que tu auras autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en ai eu à échanger avec Nathalie. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Nathalie Séjean. Bonjour Nathalie, Bonjour Sarah. comment vas-tu aujourd'hui? Je vais plutôt bien aujourd'hui, je te remercie. Ok. Là, tu es à Lille, ton point de départ, ou tu es en vadrouille? Je suis chez moi, je suis à Lille. Quand je suis à Lille, je travaille de chez moi. Ok. Parce que je pose la question parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, je t'ai vu pas mal en vadrouille pour la promotion du livre sur le carnet d'idées. Livre que j'ai adoré, je précise en passant. Enfin, pas que en passant d'ailleurs, je précise. J'ai adoré ce livre et je m'en sers. Donc voilà, moi j'ai entendu parler de toi par une amie commune, ou une connaissance commune peut-être qui est Catel Maguet, qui est aussi passée dans ce podcast dans les premiers épisodes. Donc je remettrai le lien de son épisode dans la description. Et je vais donc te poser la première question que je pose à toutes mes invitées. Si tu devais te présenter sans dire ce que tu fais dans la vie, que dirais-tu? Je répondrai ce que je réponds en ce moment quand je me présente pour des conférences ou des ateliers, enfin bref, les différentes choses que je fais dans ma vie. Je dis que j'ai 42 ans et 10 mois, en tout cas là tout de suite j'ai 42 ans et 10 mois, j'ai une double culture, française et libanaise, que je suis une personne queer, que je suis lesbienne dans la queerité. Donc je suis une personne politisée et je suis féministe et je suis animiste, que j'ai deux frères et deux sœurs et que je suis la numéro 4 de cette fratrie. Ok. Je voudrais rebondir immédiatement sur animiste. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En général, quand on me pose cette question, je dis aux gens d'aller chercher sur Internet parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si les gens ne savent pas ce que ça veut dire, je pense que c'est bien d'aller se renseigner un peu plus longuement que de m'écouter en parler. Voilà. Ok. Alors moi, ma question, elle est du fait que j'ai connu l'animisme quand je suis allée en Afrique à différentes reprises. Donc c'est un animisme très spécifique, en tout cas spécifique des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et ma question, c'était, est-ce que ton animisme à toi, il ressemble à celui-là, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit par toi-même? Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire l'animisme de l'Afrique. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'animisme, hein. Je suis juste une personne qui pense et qui vit sa vie comme si nous étions sur une planète vivante de toutes les choses qui nous entourent et que dans cette perspective, je suis en relation avec les animaux, les plantes, les êtres humains, les objets. Et après, l'animisme, ça étend aussi au fait de penser que, en fait, puisque physiquement, scientifiquement, on sait que rien ne meurt, nous ne sommes que des choses, nous ne sommes que du upcycling de la planète. Donc les personnes qui ne sont plus présentes physiquement le sont sous d'autres formes et les esprits sont présents, etc. Donc en fait,
Moi, je suis pas spécialiste, j'ai pas fait d'études, j'ai appris petit à petit par strates et par connexion, mais un peu comme le reste de ma vie, hein, finalement, c'est-à-dire en tirant des fils, en suivant des intuitions, en faisant des rencontres, en évidemment en apprenant, mais pas en apprenant pour pouvoir justifier d'un diplôme ou devoir contre-argumenter. Et donc, du coup, oui, une des choses sur lesquelles je suis attachée, c'est de ne pas faire les choses pour répondre à des personnes qui n'écoutent que les personnes qui ont des diplômes ou qui peuvent prétendre avoir une opinion sur quelque chose. Voilà. Donc, je sais pas comment est l'animisme africain. Voilà. Bah, pas très loin de ce que tu viens de décrire. Et en fait, la façon dont tu le décrivais et la façon dont toi, tu le vis pour toi, en fait, si j'ai bien compris, ça me faisait penser à un livre de Marie Scondé qui s'appelle Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, dans lequel elle a, si je me souviens bien, parce que je l'ai lu il y a très très longtemps, mais elle a une espèce de petite, pas bassine, mais elle a un petit récipient avec de l'eau et elle dit que c'est là que vivent ces invisibles. Et ces invisibles, ce sont ses ancêtres, toutes les personnes qui sont venues avant elle, toutes les personnes qui ont été dans sa vie, qui ont disparu, etc. Et en gros, enfin, la façon dont tu l'écris, ça me faisait un petit peu penser à ça, c'est-à-dire on est tous reliés les uns aux autres et on disparaît pas, on est tous upcyclés par la nature à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'était un peu la référence que j'avais en tête en t'entendant parler. Bah, c'est agréable en tout cas, parce que c'est la première fois enfin, en langue française, c'est très rare que des personnes rebondissent sur ce mot avec autre chose que qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est chouette de savoir que il y a d'autres personnes qui ont des relations à cette pensée. Ouais, ouais. Ma question était peut-être mal posée. C'était pas l'animisme en général que je voulais savoir, c'était l'animisme pour toi en fait, la façon dont toi tu le Hmm. voyais, la façon dont toi tu le vivais surtout. C'est ça qui m'intéressait en fait. Et ok, donc petite digression peut-être sur sur l'animisme. Et donc du coup, puisque tu t'es présenté sans dire ce que tu faisais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes activités? Je vais parler directement au pluriel et te laisser un peu nous dire ce que tu fais. Alors, moi, je dis que mon métier, c'est de fabriquer des histoires. Et quand on me demande ce que ça veut dire de fabriquer des histoires, je dis que c'est créer quelque chose qui n'existait pas avant sur n'importe quel médium qui m'intéresse et qui possède un fil narratif. Donc, la différence entre fabriquer une histoire et raconter une histoire, c'est que raconter une histoire, c'est raconter une histoire qui existe déjà et qui a potentiellement été faite par quelqu'un d'autre. Et fabriquer une histoire, pour moi, c'est vraiment cette idée que cette chose n'existait pas et je vais la fabriquer. Et ça peut être soit réaliser un film, écrire un scénario, écrire un livre, écrire une pièce de théâtre, bon, toutes les formes d'écriture possibles en fait. Travailler sur des projets plus de l'ordre de la performance ou des œuvres d'exposition ou de l'illustration. En fait, faire des podcasts. Donc, travailler sur des formes audio. Moi, je suis pas du tout aujourd'hui quelqu'un qui cherche à me spécialiser dans un médium, et je le serai jamais en fait. Mais je suis quelqu'un qui se spécialise dans la fabrication d'histoires, donc de pouvoir naviguer de façon fluide sur les supports mais en ayant ce fil rouge chez moi qui est quand même que je fais quelque chose de narratif. Donc il y a une histoire. Quand je travaille quelque chose, il y aura pas, je suis pas du tout quelqu'un qui fait de l'abstrait, de l'expérimental. Voilà, moi j'aime bien quand il y a un début, un milieu et une fin. Et donc souvent ce que je produis, c'est que ça a quand même un début, un milieu et une fin. Et par voie de ricochet, donc ça c'est déjà ce que je fais moi en tant que personne créative qui utilise sa créativité pour s'exprimer à titre individuel, on va dire. Et par voie de ricochet, je m'intéresse énormément au processus créatif puisque c'est ce qui fait mon quotidien. Donc j'adore savoir comment font les autres personnes, j'adore réfléchir à ce que j'ai traversé, puis comment faire pour avoir du sens dans la vie quand on veut être une personne créative aussi. Et du coup, j'ai développé des ateliers, des ateliers que je donne. À la base, j'ai commencé à offrir en ligne, et puis maintenant, ça m'arrive aussi de le faire en présentiel.
C'est des petits ateliers et des programmes parce que pour permettre aux adultes qui souhaiteraient avoir ces conversations-là avec leur créativité, de leur donner en fait des outils. C'est des choses que j'ai découpées en domaines. Donc la méthode carnet d'idées, le livre dont tu parlais au début, c'est un livre que j'ai publié, mais qui à la base était un atelier, mon premier atelier qui s'appelait Carnet d'idées et où j'ai déconstruit en fait comment j'utilise l'outil du carnet pour et capturer mes idées et grandir en tant qu'être humain. Et voilà, donc on va dire que ouais, je déconstruis un peu les différents pans de ce que c'est qu'une activité créative, comment faire les idées, comment capturer les idées dans des carnets, comment étirer sa créativité, comment, voilà. Et à chaque fois, je les propose sous forme d'atelier. Et du coup, maintenant, on me propose aussi de faire parfois des conférences, des interventions, etc. Quand tu fais des conférences et des interventions, du coup, c'est dans quel cadre? Est-ce que c'est plutôt dans des associations, dans des collectifs, ou est-ce qu'il y a éventuellement des entreprises qui s'intéressent aussi à ce type de démarche? C'est toujours des personnes qui me contactent. Donc, déjà, c'est toujours des femmes. Et ensuite, c'est toujours des personnes qui ont fait des ateliers avec moi. Et après, il y a des associations, des théâtres. J'ai été contactée une fois par une agence de com qui fêtait ses 20 ans et qui faisait une soirée un peu chic. Et je sais pas, la personne avait entendu parler de moi et elle m'a proposé de faire une conférence d'introduction et après c'était suivi par un prêtre qui faisait une conférence, un prêtre jésuite, donc c'était vraiment, c'était assez marrant comme contraste. Parce que moi je dis donc que je suis queer et féministe d'entrée de jeu quand je fais une présentation et juste après c'était un jésuite. Et oui, bah, ça peut être, alors c'est pas, je travaille pas beaucoup avec des entreprises, je travaille pas beaucoup avec du privé. Mais ça m'est arrivé quelques fois de faire des interventions dans des entreprises. Voilà. Mais je cherche pas du tout moi, je cherche pas du tout à, à rentrer dans des milieux. Donc, je cherche pas activement à être bookée par des entreprises. Je pense que c'est comme ça que ça marcherait si je voulais être dans le milieu de l'entreprise. Hmm. Ouais, la question c'était par rapport à la créativité, parce que c'est la créativité dans le monde de l'entreprise, c'est un peu la tarte à la crème en ce moment. Tout le monde doit être créatif et personne met la même chose derrière le mot créativité. Et il faut être créatif, mais il faut quand même rentrer dans le moule et pas trop détonner sur ce qui se fait, etc. Donc je me demandais s'il y avait des entreprises qui sautaient le pas et qui allaient vers quelqu'un vers toi, ou si, comme toi plutôt, ou si c'était ou bah, juste ça se passait pas en fait. Bah, en tout cas, par exemple, j'ai fait une conférence qui est disponible en ligne, donc je la mentionne aussi parce que c'est une conférence qui résume vraiment beaucoup des idées que j'ai. C'est une conférence à la Cité des Enfants. C'était pour fêter les 30 ans du coup de la Cité des Enfants à la Villette, et c'était sur le pouvoir des histoires. Mais on va dire, bon, bah, c'est une entreprise, quoi, la Cité des Enfants. Mais c'est parce que c'est des gens qui travaillent. Je suis beaucoup contactée, en fait, par le monde du travail qui est en lien avec les enfants. Hmm. C'est pas tant pour la créativité qu'on me contacte que pour parler du pouvoir des histoires et de la circulation des histoires. Et notamment, c'est les adultes qui sont le plus ouverts et intéressés à ça, c'est les adultes qui travaillent avec les enfants. Que ce soit parce qu'ils travaillent dans des bibliothèques, des médiathèques, dans des musées. Vraiment, c'est les. Moi, j'ai remarqué que c'était le. En tout cas, c'est là où on m'appelle, alors que moi, je travaille pas moi-même directement avec les enfants. Donc, je trouve que c'est assez chouette parce que ça en dit beaucoup sur le désir de d'ouvrir ses horizons, de se poser des questions et de chercher des nouvelles façons de raconter et de transformer les histoires et de penser les imaginaires. Mais j'ai aussi été contactée par un fonds qui travaille avec des personnes qui gèrent des portefeuilles de philanthropie dans des entreprises et qui faisait une formation sur plusieurs mois et qui m'ont demandé de faire une intervention sur le pouvoir de la circulation des histoires. Alors que ça, c'est des adultes qui sont dans des entreprises hyper classiques et qui ont potentiellement, enfin voilà, qui peuvent faire bouger des choses de manière plus directe économiquement. Mais toujours, en fait, le lien, c'est que c'est des personnes qui ont fait des ateliers avec moi qui me contactent.
Donc en fait, ma chance, c'est que les gens qui font mes ateliers font des métiers qui après me donnent des opportunités de travailler. Et ça, c'est assez chouette en fait. Et pour revenir sur le pouvoir des histoires, parce que ça me fait penser à justement une conférence que j'ai suivie ici aux Pays-Bas, qui est faite par une anthropologue néerlandaise dont je ne prononcerai pas le nom parce que j'arrive pas à le prononcer correctement. Et en fait, elle fait des conférences dans les. Alors, elle, pour le coup, elle est spécialisée dans le monde de l'entreprise sur le rôle des histoires dans la culture d'une entreprise, dans la culture des personnes, etc. Et j'avais assisté à une de ces conférences où elle parlait du feu de bois comme étant le symbole autour duquel on se retrouve en tant qu'humain et où on partage les histoires, justement. Et donc, elle racontait à partir à la fois des observations qu'elle a pu faire et tout, mais aussi, puisqu'elle est aussi anthropologue du coup dans l'entreprise, à quel point ce qui manquait pour elle à la créativité aujourd'hui, en tout cas dans les entreprises, parce qu'encore une fois, elle parlait vraiment du monde de l'entreprise, c'était justement ces points de rencontre que sont le feu de bois le soir, quand on est tous ensemble, etc., qui faisaient que, du coup, les histoires ne circulaient plus, que ce soit celle de l'entreprise ou celle des personnes, et que ça appauvrissait la créativité finalement de toutes les organisations dans lesquelles elle pouvait passer un moment ou un autre, quoi. Bah, c'est marrant parce que aux États-Unis, ils avaient un concept euh, qui a été mis à mal par la transformation des moyens de consommation des histoires, c'est-à-dire comme avant Internet et avant le streaming, donc avant qu'on puisse consommer n'importe quand et suivant nos calendriers individuels et pas suivant une temporalité commune, quand on rentrait chez nous, on regardait à peu près tous la même chose, il n'y avait pas énormément de possibilités. Et donc le lendemain, tout le monde se retrouvait autour de la fontaine à eau. Et c'était ça le symbole dans les entreprises américaines, c'était la fontaine à eau. Et effectivement, que le fait que les gens puissent le lendemain débriefer, mais ce qu'on a fait, ce que moi j'ai fait à l'école, puisque j'ai 40 ans, donc quand j'avais 10, 15 ans, 20 ans, on se quittait, on rentrait chez nous, on regardait des trucs, le lendemain on revenait et on parlait de ça, parce que finalement c'était ça notre vie. Et, euh, et en fait, c'est pas, le fait que ça disparaisse, ça a complètement impacté la façon dont quelles histoires marchaient, quelles histoires survivaient. Et puis le bouche à oreille, le bouche à oreille qui existe toujours, mais qui a qui a perdu vachement enfin le bouche à oreille populaire et pas le bouche à oreille contrôlé par les médias, a beaucoup, on a l'impression qu'il a disparu. Et moi, le travail, enfin on est passé directement dans les idées, mais donc je défends cette idée de la circulation et comme une façon conscientisée de mettre en avant des histoires qu'on a choisies spécifiquement parce qu'on voudrait qu'elles restent dans les imaginaires des autres personnes, qu'on voudrait que plus des gens les connaissent. C'est une façon de faire un reboot en fait du bouche à oreille qu'on a toujours pris un peu pour acquis parce que c'était avant, on s'enthousiasmait collectivement et ça crée une espèce de raz-de-marée de comportement. Ça existe encore sur les grosses et parfois certaines surprises, mais là l'idée c'est de se dire bon bah on n'a plus le feu, on n'a plus la fontaine à eau. On n'a plus même le même calendrier temporel, on ne vit plus dans les mêmes bulles de réalité au niveau du temps. Et donc, comment on fait pour recréer un bouche à oreille et continuer à maintenir un espèce d'espace de liberté où notre agentivité réside dans le fait de ne pas juste laisser la parole aux médias pour dire ce qu'il faut lire, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut écouter, quoi. Hmm, Quand je dis les médias, c'est vraiment à très large, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont regardées comme des personnes d'autorité. hmm, ouais. Et tu disais au début, quand tu disais ce que tu fais aujourd'hui, que tu fabriques des histoires. Et du coup, est-ce que tu as un processus créatif pour fabriquer une histoire ou qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer une histoire, justement? C'est-à-dire, il faut un début, un milieu et une fin, ok. Mais qu'est-ce qui fait que quelque chose t'accroche à un moment et tu te dis, ça va faire une histoire? Alors, ce qui fait que quelque chose m'accroche, c'est le fait d'être en conversation perpétuelle entre ce que je vis, ce que je ressens et ce que j'aimerais faire. Et donc, il y a une triangulation déjà qui joue, c'est-à-dire que il y a des choses que j'aimerais faire, mais c'est pas possible dans ma vie actuelle. Et il y a des choses que je ressens et qui prennent le pas sur des potentielles envies que je pourrais avoir.
Je parle pas de la réalité économique, mais voilà, évidemment, euh, il y a cette réalité économique aussi, mais ça, c'est tellement une évidence que voilà. Et en fait, bah, du coup, moi, j'utilise un carnet pour noter plein de choses tout le temps. Enfin, tout le temps. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose, je me dis, ah, ça pourrait être chouette, je le note, ou des choses qui m'intéressent. Je le revisite régulièrement et à un moment, les choses se rencontrent. Il y a un moment, il y a un alignement des planètes entre ce que j'aimerais faire, ce que je peux faire et ce que la vie me laisse faire. Et après, bah, c'est moi qui décide de faire basculer une envie dans la réalité. Donc là, je sais pas, en fait, ça peut prendre plein de formes parce que maintenant, ça fait 20 ans que je travaille. Donc quand même, il faut que je dise que j'ai commencé à travailler assez jeune. Et quand je dis travailler assez jeune, c'est ne plus être dans le monde des études. Et donc, comme je fais un métier qui est un métier que j'ai inventé, bah, toutes mes carrières précédentes qui étaient au début d'essayer d'avoir une carrière, ben, on me nourrissent et me donnent des connaissances. Et donc, en fait, maintenant, je pense que j'ai une bonne compréhension de l'équilibre à trouver entre ce que je dois faire pour pour assurer que je puisse vivre et toujours garder un espace où en fait l'argent ne rentre pas en compte. En tout cas, dans le fait de faire quelque chose. Et donc, j'ai un métier où je fais des choses créatives de manière générale, mais je tiens quand même à préciser que ça n'a pas toujours été le cas, hein. Donc là, c'est vraiment, je suis dans ma belle période, j'espère qu'elle durera longtemps, mais là, je suis dans une phase assez chouette de ma vie où, bah, là, en ce moment, tout ce que je fais, c'est des choses que j'ai choisies et que j'aime et qui ont du sens pour moi. Bon, je pense que c'est une proposition extrêmement privilégiée, mais j'ai travaillé très dur pour l'avoir. Et en même temps, il y a des projets qui ne rapporteront jamais d'argent, qui seront toujours inutiles dans le sens de la valorisation du système capitaliste et de la productivité, mais qui me semblent, mais moi, qui me donnent beaucoup de joie, qui sont importants en fait pour que je me sente en vie et pas seulement finir par tomber dans un sentiment de en fait, où j'exécute des choses parce que je sais les faire. Et même si ces choses-là sont intéressantes, même si aujourd'hui tout ce que je fais m'intéresse, si je fais que ça tout le temps, au bout d'un moment, ça m'intéressera plus. Et parce que j'ai à cœur de participer à la conversation sur le monde, et que pour participer à la conversation, il faut vivre le monde. Je sais pas si je réponds à ta question, parce qu'évidemment, il n'y a pas de recette. Parce que suivant ce que je veux faire, ça va changer et que ça va prendre 2 semaines, 2 mois ou 2 ans aussi, suivant le projet. Hmm. Et est-ce que parce que, enfin, je sais plus si c'est récemment ou pas, mais tu as créé une maison d'édition qui s'appelle La Fourmi Édition. Ouais. Et du coup, ce projet, comment est-ce qu'il est advenu? Est-ce que c'était quelque chose qui était en toi depuis longtemps ou ça a été la rencontre d'opportunités, de personnes? Comment ça s'est passé? Donc oui, la Forme Édition, c'est une maison d'édition que j'ai co-créée il y a 2 ans bientôt. Dans un mois, ça fera 2 ans qu'on existe administrativement. C'est un projet. Alors, moi, j'ai toujours fantasmé d'avoir une maison d'édition. J'ai fait un DUT métier du livre quand j'avais 19 ans. De 19 à 21 ans, j'ai fait un DUT métier du livre. Donc, ça a duré 2 ans. Et c'était un DUT. Un DUT métier du livre, c'est un petit diplôme qui permet de travailler en librairie, en bibliothèque ou en maison d'édition. En réalité, quand les personnes souhaitent travailler en maison d'édition, elles étudient un peu plus longtemps. Elles partent faire des licences, des masters. En bibliothèque, elles passent des concours pour entrer en bibliothèque et les libraires partent travailler en librairie. Quoique maintenant, avec le marché du travail, je pense que même quand on veut faire des librairies, on finit par faire des études un peu longues. Et il se trouve que moi, j'ai fait un stage en librairie que j'ai adoré et en fait, je suis partie en librairie. Donc, je suis devenue libraire pendant 3 4 ans, puis après, je suis partie faire essayer de me concentrer sur le fait de devenir réalisatrice de films. Et c'est une idée que j'ai toujours eue et qui m'a. Et en fait, j'avais une amie, qui est toujours une amie d'ailleurs, avec qui j'étais en DUT. J'ai passé 15 ans, je pense, à lui demander 3 fois par an de monter une maison d'édition avec moi. Donc, elle a continué en maison d'édition. Et elle m'a dit non tout le temps, parce qu'elle elle est pas du tout, elle a pas du tout l'esprit entrepreneur.
Et elle savait très bien que c'était pas son truc de monter une entreprise. Et puis, quand je dis l'esprit entrepreneur, moi j'ai l'esprit entrepreneur dans le sens où j'aime lancer des projets, j'aime faire des projets, j'aime réfléchir à comment faire les choses et puis le faire. Mais j'ai pas l'esprit entrepreneur au niveau réalité financière. Et en tout cas, je suis pas très ambitieuse sur le fait de développer une entreprise, d'avoir peut-être potentiellement des salariés, de faire des business plans. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent pas du tout. Donc, quand je dis l'esprit entrepreneur, c'est entrepreneur petite joueuse, quoi, à une échelle petite. Et puis, j'ai quand même auto-édité deux livres, deux BD que j'ai faites en 2014 et 2016, mais que j'ai publiés donc à compte d'autrice. J'en ai fait 100 exemplaires et 200 exemplaires, et c'était vraiment des choses que je vendais quand je faisais des marchés de créateurisme, parce que je faisais aussi de l'illustration. Ça m'a pas, je peux pas dire que ça m'ait appris grand-chose, si ce n'est que peut-être la seule chose que ça m'a appris, c'est que c'est pas évident de d'écouler un stock de 100 livres. Mais en même temps, je n'ai pas travaillé dur pour essayer de l'écouler. Donc, c'était que du bouche à oreille, etc. Et en 2021-22, j'ai eu l'opportunité de créer une collection de petits livres, de 3 livres, des livres un peu concept, dans une petite maison d'édition qui était tenue par deux personnes que je connaissais. Et ça a été ma première et vraie expérience dans le monde de l'édition. Mais en fait, ça s'est très mal passé parce qu'elles ne nous ont jamais payés. Et que, en plus de ne jamais nous payer, elles n'ont jamais travaillé à diffuser les livres. Et en fait, je pense que la grande phase d'apprentissage pour moi, je m'en étais déjà rendu compte avec les films, c'est qu'en fait, dans la créativité, il y a deux moments. Et en fait, dans la production, c'est pas besoin d'être créatif, mais même que ce soit la production agricole, peu importe le domaine, en fait. Il y a deux nerfs de la guerre. Il y a le moment de faire et après il y a le moment de faire en sorte que ça arrive auprès des gens. Et cette étape-là, l'étape où pour que ça arrive auprès des gens, c'est une étape qui est cruciale, mais qui est extrêmement difficile parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un tempérament pour gérer cette partie-là. Et c'est quand on est créatif, ça peut être extrêmement ingrat de devoir gérer cette partie-là. Et très souvent, on doit la gérer et on y perd toutes ses plumes. Bon, moi, c'est ce que j'ai vécu sur quasiment tous mes projets. Et c'est très frustrant. Et voilà. Après, c'est comme les personnes qui font des demandes de subventions pour obtenir. Donc, eux, ils ont aussi en plus la partie où ils doivent vendre leur projet pour gagner, pour avoir de l'argent. Moi, je fais pas ça, mais il y a beaucoup de gens en France qui travaillent comme ça. Et elles ont fait aucun travail de diffusion. Et tout le travail de diffusion qui a été fait, c'était nous, les autrices, avec nos comptes Instagram, puisque c'est sur cette plateforme-là qu'on évolue. Et donc, toutes les centaines de livres qu'on a vendus, c'était que comme ça. Et à l'époque, Marie Pereira, qui est l'une des cofondatrices de notre maison d'édition actuelle, m'avait dit, mais qui n'était pas du tout là-dedans, qui était agent immobilière, m'avait dit, mais je comprends pas pourquoi elles font rien en fait. Elles contactent pas les librairies. Et on s'était dit, ah, on devrait travailler ensemble. Et puis, 1 an et demi après, j'ai eu cette envie de faire cette maison d'édition parce que il y avait plusieurs personnes qui m'envoyaient des textes courts, parce que je me rendais bien compte que moi, dans ma consommation de lecture, mais aussi les gens, en fait, on n'était plus comme avant le Covid, en fait, et comme avant les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y a plein de gens qui aiment lire, il y a plein de gens qui ont envie de lire, mais qui sont dans des situations d'échec de lecture parce qu'on n'a plus le temps, on n'a plus la concentration et on n'a plus la bande passante émotionnelle, en fait. Et malgré ça, il y a des centaines de livres qui sortent et qui ont l'air incroyables. Et moi, je pense que j'ai au moins 60 livres là que j'ai achetés sur ces 3 dernières années et que j'ai pas lus. Parce que je peux pas m'empêcher de les acheter, mais je n'arrive pas à les lire. Et moi, je voyais des choses passer, je me disais, c'est dommage, ça serait bien de lire ça, mais c'est pas un blog, c'est trop long pour un magazine, puis il faudrait pas que ça soit noyé avec d'autres choses, parce qu'en France, quand c'est trop court, on a l'impression que ça ne se suffit pas à soi-même, donc on veut toujours l'emballer dans un recueil. Moi, je déteste les recueils, par exemple. Et donc, je me suis dit, ah ouais, je ferais bien ça,
Et il se trouve que les planètes se sont effectivement alignées, donc il aura fallu attendre 20 ans pour que je trouve les bonnes personnes pour le faire. Donc Marie Pereira, qui avait une appétence pour la diffusion, ce qui me semblait incroyable, mais c'est le cas. Et Chien Fou, qui est artiste et tatoueuse et qui rêvait de faire des couvertures de livres et qui m'avait dit bah, si vous faites des couvertures de livres, moi j'aimerais bien vous faire vos couvertures de livres. Et en fait, je lui avais moi déjà demandé de faire l'un des premiers livres qu'on sortirait parce que je savais qu'elle voulait faire de la BD et j'étais sûre qu'elle ferait quelque chose de très bien. Et finalement, on lui a proposé de s'associer à nous. Et donc, on avait tout d'un coup trois personnes. Une personne qui était en charge de la beauté, de communiquer à travers les yeux, une personne qui était en charge de faire rayonner et moi qui suis en charge de trouver les histoires, de travailler avec les auteurices et de la stratégie éditoriale et politique de la maison. Donc finalement, ça aura pris 20 ans, quoi. De construire tous les muscles et les compétences qu'on a chacune construites pour pouvoir réussir à faire cette maison d'édition, qui est une petite maison d'édition, hein. On est vraiment, on travaille toutes les trois dessus, mais on travaille toutes à côté. On n'est pas salarié de cette entreprise. Mais néanmoins, je dois dire que là, on a déjà publié 5 livres. On va en republier 3 en 2026. On en fait 3 par an. Donc, en ce sens, on a une petite maison d'édition, puisqu'en général, je suis en train de découvrir que si vous voulez vivre d'une maison d'édition, a priori, il faudrait qu'à minima, vous publiez 12 à 15 livres par an. Et nous, on n'est pas du tout dans cette optique de surproduction, d'après moi. Mais les livres qu'on a portés pour l'instant, c'est quasiment que des personnes dont c'était le premier livre. Et pour autant, on les vend bien par rapport à ce qu'on pourrait attendre dans ce domaine. Et puis nous, on est niche parce que non seulement on fait des récits courts, mais nos livres, ils sont très beaux. Enfin, ça dépend des goûts et des couleurs, mais en l'occurrence, je pense que le consensus, c'est qu'on travaille vraiment sur l'objet est précieux, quoi. C'est pas un livre de poche. Donc, et c'est parce que justement, bah, par rapport au fait que je suis une personne animiste, quitte à couper un arbre, j'aimerais bien que cet arbre soit la star pour soutenir l'imaginaire de la personne qui est imprimée sur cet arbre. Voilà. Hmm. Hmm. Moi, j'ai commencé ma carrière dans l'édition aussi, dans une maison d'édition qui pensait que plus tu produisais, mieux c'était, et dont je citerai pas le nom, et qui sortait 800 titres par an et qui demandait aux auteuristes de financer les premiers tirages. Et ce que tu fais toi, c'est l'exact opposé de ça. C'est-à-dire que autant moi, j'étais dans la production à la chaîne d'ouvrages qui n'étaient pas forcément mauvais, hein, certains étaient très bons. Autant toi, tu es dans l'artisanat du livre, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, où chaque livre n'est pas un titre supplémentaire, mais un objet spécifique avec une histoire et des rencontres autour, quoi. Oui, c'est ça. Et puis en plus, c'est pour nous, enfin, je parle en notre nom parce qu'on est très alignés sur nos valeurs morales et politiques. Et c'est aussi pour ça que ça se passe bien et que c'est très enthousiasmant comme projet, puisque c'est pas un projet qui est animé par l'argent, même si on n'est pas du tout en train de perdre de l'argent sur ce projet, mais on ne se salarie pas, donc il faut qu'on travaille à côté. Ce qui nous anime, c'est qu'on est plutôt des minimalistes en fait. Dans le sens, quand je dis minimaliste, c'est que moi, j'achète peu de choses et donc, les choses que j'achète, elles m'importent. Ou en tout cas, j'y mets de l'espoir. Et donc, pour moi, le fait de décider de mettre quelque chose en plus dans le monde, c'est difficile. Et c'est d'ailleurs c'est le problème des carrières artistiques qui sont liées à la production. Les artistes, les peintres, les illustratrices, etc. C'est parce que l'expression passe par le fait de rajouter quelque chose au monde. Et quand on est sensible à ce qui se passe au niveau de l'accumulation de tout ce qu'on produit à outrance pour essayer d'en tirer un peu de marge, comme ce que faisait ta maison d'édition. Cette stratégie de dire on va en publier un maximum pour essayer d'avoir quelques titres qui nous rapportent de l'argent, ça c'est une stratégie qui est employée par plein, alors peut-être pas à ce niveau-là de production, mais c'est globalement la stratégie en fait, hein. C'est de se dire plutôt que de faire peu et d'essayer de faire vraiment soigner avec le cœur, on va essayer de faire un peu plus pour augmenter nos chances de sortir notre épingle du jeu. Moi, rien de le dire là, tu vois, j'ai la respiration la gorge qui serre, tellement ça me. Donc oui, en ce sens, c'est ce qu'on fait et du coup, ça nous rend très heureuses. C'est très agréable. Je ne sais pas combien de temps je suis sûre que les choses vont changer et que dans quelques années, si on se reparlait,
probablement qu'il y aurait des... Puisqu'il y a aussi une réalité de viabilité. Mais en tout cas, ça nous porte et ça donne beaucoup de sens au fait de faire. Et tout à l'heure, tu as parlé, à un moment, tu as dit rapidement, parce que j'étais aussi illustratrice, tu as parlé du fait que tu étais allée faire des projets de films, en fait. Et du coup, tu t'es formée plutôt dans le monde de l'édition, tu as aussi été illustratrice, enfin, où tu es toujours illustratrice, tu as fait des films, etc. Mais quelles sont les différences pour toi entre les différents médias, en fait? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères par rapport aux autres? Est-ce qu'il y en a un que tu privilégies? Ou est-ce que c'est ta création ou le fait de fabriquer une histoire est complètement indépendante du médium que tu vas utiliser, l'histoire va s'imposer et le médium viendra ensuite. Alors pendant longtemps, j'aurais aimé que mon médium, ça soit la réalisation cinéma. Parce que je trouve que c'est un métier réalisatrice, c'est un métier qui est hyper complet et que je trouve que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Déjà, si quelqu'un a essayé de faire un film, ou si vous n'avez pas essayé, franchement, maintenant qu'on a des smartphones, je vous encourage à essayer sur 2 jours de faire une fiction narrative avec votre téléphone, juste pour comprendre le travail que c'est. En fait, moi, je trouve ça absurde qu'on arrive à faire des films. La magie technique humaine, le nombre, enfin, quand on voit des scènes de films et qu'on se dit, maintenant, maintenant, avec tout ce qu'on a développé en termes de technologie, ça paraît peut-être moins grandiose, mais pour en arriver là, il a fallu d'abord que des hommes et des femmes, et d'abord des femmes d'ailleurs, réussissent à filmer sur pellicule sans savoir ce qui allait sortir et contrôler la lumière. Enfin, tout ça, c'est vraiment, c'est fou. Et je trouve ça vraiment encore plus fou, le fait que nous, on est des animaux, on fait semblant de dire des choses, de vivre des émotions, on se déguise, on se met en scène et puis on répète 5 6 20 fois la même séquence pour pouvoir avoir le bon truc qui marche. Enfin, vraiment, c'est un peu chelou en fait, hein, comme activité, le fait de faire des films. Et je suis pas sûre que ce soit un médium qui vive très longtemps, pour être honnête. Mais ça, j'adore. Et c'est ce que je voulais faire tôt, mais je suis de Reims. Mes parents sont pas du tout dans ce milieu-là. Dans les années 90-2000, c'était clairement pas un médium où on pouvait rentrer sans avoir des connaissances. Et je pense toujours que c'est pas facile de le faire. Mais aujourd'hui, tu peux faire un film avec ton téléphone. Après, en France, la diffusion de films, c'est un enfer. Contrairement aux États-Unis, où ils ont plus une culture de tu peux faire un film chez toi et après potentiellement trouver un distributeur et un diffuseur. En France, ça marche pas comme ça. Et donc, j'ai été autodidacte dans cette branche. Et tout ce que j'ai fait à côté, c'était parce qu'il fallait que je fasse quelque chose en attendant de trouver comment faire pour réussir à faire ma carrière de réalisatrice. Et j'ai pris des cours. Je suis une personne très sensible à l'éducation continue pour s'éduquer sur ce qui nous intéresse et pas. Je suis pas très encline au diplôme. Peut-être qu'on l'aura compris dans mon introduction. En tout cas, j'aime pas les schtroumpfs. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps en fait à apprendre, alors que c'était pas du tout quelque chose qui existait déjà. Donc, j'ai acheté des livres pour apprendre à faire du montage sur des programmes de montage parce que YouTube n'existait pas, etc. Et puis j'ai fait des films, etc. Et à 25 ans, ça faisait 4 ans que je travaillais en librairie et j'ai décidé de partir à Los Angeles. Je viens d'un milieu privilégié puisque mes parents ont pu me soutenir, je le précise tout de suite, hein. Je suis pas partie, déjà j'avais un peu de sous et puis mes parents m'ont soutenue et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait des cours du soir et j'ai travaillé. Donc voilà l'écosystème qui m'a permis de le faire. Et j'ai essayé de faire ça pendant plusieurs années et en fait, en fait enfin, pas assez rapidement, ça a pris du temps, mais déjà, je me suis brûlé la créativité à essayer de rentrer dans un système économique. Clairement, moi, j'ai pas la personnalité je suis pas une bonne élève dans le sens où il y a des gens, ils font et ils arrivent à s'adapter au système et du coup, ils arrivent à progresser. Moi, c'est pas mon cas. Et en plus, bah, même si on n'a pas envie de le dire et on veut faire semblant que ça n'existe pas, je pense que si j'avais été un mec, j'aurais réussi un peu plus parce que j'aurais pu profiter du réseau masculin. Et en l'occurrence, quand moi j'y étais, il y avait vraiment, on était 2 filles et je m'entendais très bien avec les garçons, mais ils m'appelaient jamais.
Il me proposait jamais de faire des choses. Et en fait, on grandit quand on fait avec les autres. Et donc, quand on est isolé, il y a un moment, bah, j'ai pris du retard, en fait. Juste, j'ai eu moins d'expérience. On me pardonne moins si tu fais moyen. Voilà. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie du shit sandwich que c'était d'être réalisatrice dans la vraie vie. En fait, j'ai compris c'était quoi le décalage entre faire un métier à plein temps et dire que tu fais un métier. Et en l'occurrence, quand tu es réalisatrice, les trois quarts du temps, tu fais de la pub ou du clip à l'époque. Et moi, ça m'intéressait pas du tout. Ou de la vidéo d'entreprise. Et en fait, moi, je me suis vite, pas vite, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire vite, parce qu'en fait, ça a été très long, hein, mais je me suis rendu compte, de façon longue et douloureuse, voilà, ça c'est la réalité, que moi, ce qui m'importait, c'était plus le temps que de dire que je fais un truc cool. Mon temps est mais très, très précieux. Et donc, pour répondre à ta question, si je te raconte tout ça, c'est parce que du coup, il a bien fallu que je continue à trouver ce que j'allais faire. J'ai mis du temps à comprendre que j'allais pas pouvoir faire un seul métier, parce qu'il n'y a aucun métier que j'ai envie de faire tout le temps, tous les jours à plein temps. Et en même temps, il fallait bien que je trouve comment gagner de l'argent. Donc j'ai été bah déjà, j'ai pas gagné beaucoup d'argent pendant très longtemps. Et quand je dis pas beaucoup, c'est j'ai revu ma fiche d'imposition de 2013, j'ai gagné 5 000 € en 2013. Donc je pense que quand je dis pas beaucoup d'argent, c'est pas beaucoup d'argent. Mais en fait, tout ça, voilà, ça a été des prises de conscience et où je me suis dit, déjà, il y a des choses, il va falloir que je fasse le deuil de certaines choses. Donc, bah, il y a des idées que j'aurais peut-être dans la vie, mais je les ferai pas. Parce que je ne me lancerai pas dans des projets qui vont me prendre 10 ans. Où j'ai essayé le dernier projet j'ai mis 5 ans à essayer de trouver 1 million de dollars enfin, avec des productrices, pour faire un long métrage que j'avais écrit. Et quand on a fini par dire, OK, on arrête, il s'est passé plein de choses, j'ai fait un court-métrage, nanana, bah là, je me suis dit, en fait, ça me rend pas heureuse. Donc, je vais faire le deuil de faire des longs métrages et je vais juste faire d'autres choses. Du coup, les idées que je vais essayer de cultiver, ça va pas être des idées de long métrage. Donc, voilà. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai grossi ma carrière différemment. En fait, je me suis musclée en créativité, en connaissances et en réseau, en lâchant prise sur le fait d'essayer de faire comme je pensais qu'il fallait faire. Et j'ai grossi différemment. Enfin, je grandis différemment. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus. Je pense que je vais réussir à faire des choses qui vont me surprendre. Par exemple, je pense que avant la fin de ma vie, je vais réussir à faire un jeu vidéo, qui n'était pas du tout une idée que j'avais il y a 20 ans. Et là, je pense que petit à petit, je commence à comprendre ce qu'il faut faire. Donc là, je sais qu'un jour, j'aimerais bien faire un jeu vidéo, mais je me dis pas, j'en fais pas une obsession. Je collecte de l'expérience, de l'intelligence, du réseau, etc. Et un jour, peut-être que je me dirai, là, c'est le bon moment pour faire un jeu vidéo et j'ai envie de le faire et je suis prête à mettre tant de temps, ce qui veut dire que ce jeu vidéo fera telle taille, ce qui veut dire que, voilà. Et c'est comme ça que je réfléchis, en fait, maintenant. Mm. Quand tu dis que tu collectes avec une idée, est-ce que tu collectes avec intention, c'est-à-dire tu te dis je vais collecter des choses qui vont m'amener un jour à faire un jeu vidéo, ou est-ce que c'est a posteriori, par exemple quand tu reprends tes carnets d'idées ou d'autres choses, peu importe, où tu te dis ah ça c'est une pierre qui s'ajoute à l'édifice du jeu vidéo que je ferai dans le futur. Bah, maintenant, je suis en capacité de collecter avec intention. Maintenant, là, je sais que sur mes 3 derniers carnets d'idées qui couvrent à peu près 2 ans et demi de ma vie, je sais que je peux ouvrir mon index et trouver toutes les entrées où j'ai noté des idées pour un potentiel jeu vidéo, même si toutes ces idées ne rentrent probablement pas toutes dans le même jeu vidéo ou ne survivront pas à la personne que je serai au moment où je déciderai de m'asseoir et de tout ramener pour réfléchir au jeu vidéo. Mais ça fait depuis le moment où j'ai conscientisé l'idée que j'avais envie de faire un jeu vidéo, c'est une idée dont je parle avec Chien Fou, qui, elle, a beaucoup plus d'expérience que moi en tant que gameuse et qui a un peu travaillé dans cet univers, mais il y a longtemps. Je sais même pas si je sais faire, je sais même pas ce qu'il faut faire, mais bah, en fait, c'est pas grave. Juste, je note je dans mon carnet d'idées et je note où je me dis, ah oui, ça serait sympa si les personnages ils faisaient ça, mais je sais pas qui sont les personnages et quelle sera l'histoire. Mais c'est en ça. Et puis, je sais que si à un moment j'ai envie de m'y mettre, j'aurai déjà plein de choses. Je voudrais juste rester un peu sur ce mode de fonctionnement, en fait, parce que justement, tu parlais tout à l'heure en disant
qu'il y avait des choses que tu voulais faire dans ta vie qui n'avaient pas comme objectif d'être productive ou de rapporter, mais qui étaient des choses qui avaient du sens et qui étaient importantes pour toi. Et ce qui m'intéresse dans la façon dont tu décris justement cette façon de collecter des idées par rapport à un projet qui est plus une idée enfin, quelque chose qui est encore assez évanescent, on va dire, c'est justement que ça semble pas du tout productif. C'est-à-dire qu'en gros, n'importe quel manuel, et volontairement j'insiste là-dessus, n'importe quel manuel de productivité va te dire définis ton objectif, fais les étapes, fais le plan, découpe chaque petite tâche en micro-tâches que tu vas pouvoir accomplir avec un échéancier, etc. Alors que ce que toi tu décris, c'est justement pas d'échéancier en fait. C'est une idée et les choses se font à ton rythme et comme elles doivent se faire en fait. Alors, oui et non, c'est-à-dire que oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, dans le sens où ça, c'est la phase créative, mais c'est la phase pré-production. Et c'est la phase où je me suis juste dit, un jour, j'aimerais faire un jeu, et comme je sais qu'un jeu, c'est un gros projet, c'est pas un jour, j'aimerais faire... Si je me dis, un jour, j'aimerais faire un podcast, je sais qu'un podcast, c'est un an ou 6 mois. Mais un jeu, je pense que c'est plus. Et donc, je sais aujourd'hui qu'à 42 ans, j'ai une bonne compréhension du temps que j'ai dans la vie et bon, je claque pas des doigts pour débloquer 2 ans de ma vie, quoi. Donc, c'est pour ça que je collecte de manière très fluide parce que je sais que c'est pas le moment, en fait. Mais du moment où on a décidé de faire la maison d'édition, où là, moi aussi, je suis en train de faire un podcast, où je suis en train de préparer un projet de radio pirate collective, etc. Du moment où je me dis, je vais le faire, mais je rentre dans cette phase en fait de production. Et là, la phase de production, je suis pas en mode, je me laisse porter par la vie comme le vent souffle sur mes braises. Non, là, je sais que je me dis, je sais très bien qu'il faut que je me mette une deadline. Je sais très bien qu'il faut que je me dise de quoi j'ai besoin, comment je procède. Et en fait, moi, je passe beaucoup de temps à réfléchir et à collecter. Et au moment où je sens que c'est bon, les choses vont très vite. Parce que moi, j'aime bien quand ça va vite. Donc, et surtout, j'aime bien, si je me lance, que je le fasse. Il faut que je le fasse, en fait. Mais encore une fois, et quand j'avais 30 ans, j'étais pas au même endroit de ma vie. Donc là, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment fait cet exercice de me tromper, de pas me connaître pour maintenant savoir comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin pour que ça marche, et mais surtout pour que ça marche dans le sens, pour moi, un projet qui marche, c'est un projet où j'ai pris du plaisir à le faire. Parce que j'ai aussi beaucoup fait des projets, j'ai mis du temps à comprendre que la fin d'un projet, partager un projet, c'est en même temps essentiel pour terminer et passer à autre chose, et puis pour remettre au centre, pour participer à la vie en fait, pour que le projet existe, etc. Et en même temps, c'est absolument pas, ce n'est malheureusement que l'étape avant, l'étape d'après qui est recommencer. En fait, pendant longtemps, comme beaucoup de gens, je pense, hein, j'ai eu cette illusion que une fois que tu as fini, bah, tu attends qu'il se passe un truc. Mais il se passe rien, en fait. Il se passe rien et il se passe rien 9999 fois. Et même s'il se passe quelque chose, en fait, tu peux pas l'attendre. Tu dois juste être en train de continuer à vivre ta vie et tes projets. Et il faut vraiment que ça soit quelque chose de sismique. Et moi, je pense que je ne serai pas de ces personnes-là. Et ça aussi, je l'ai compris. Il y a des personnes qui ont des événements sismiques qui font que leur carrière s'envole, que les choses se transforment dramatiquement. Mais en fait, 99% des gens, même quand il se passe quelque chose, c'est pas suffisamment gros pour justifier le fait de s'être arrêté après avoir partagé quelque chose. Donc, finalement, j'ai compris que la fin ne justifiait pas les moyens, puisqu'il n'y a pas de fin. Et qu'il fallait vraiment que je cultive la qualité de mon processus. Et pour moi, la qualité d'un processus, c'est me sentir vivante, m'amuser, apprendre des choses, m'étirer, donc me mettre dans une position de risque. Enfin voilà, et en fait, me sentir vivante. Pour moi, c'est ce qui est le plus gros challenge, je trouve, dans les vies qu'on nous demande d'avoir. Où on nous demande plutôt d'être dans de l'obéissance, de l'exécution, de la performance. Et on se fait dévorer les journées et on se retourne, il y a 6 mois qui sont passés et en fait,
on n'a toujours pas fait le truc qu'on voulait faire, quoi. Et moi, j'essaie vraiment j'ai vraiment construit ma vie consciemment en priorisant toujours mon temps et la qualité de mon temps. Justement, pour revenir sur la productivité, je pense que, en tout cas, c'est un piège dans lequel moi je tombe. Alors, je ne vais pas parler au nom des autres, je vais parler en mon nom, qui est, quand j'ai une idée, de ne pas laisser ce temps peut-être d'incubation que tu décris en amont et de passer directement dans la phase productive en disant plan, deadline, organisation, etc. Et que ça correspond en effet à un mode de vie qui est celui dans lequel on doit être constamment productif en disant bah, aujourd'hui j'ai fait ma to-do list, j'ai coché les cases de ma to-do list, j'ai avancé, etc. Alors que ce que tu décris toi et ce que j'apprends avec la méthode carnet d'idées, c'est plutôt une sorte d'infusion lente et de collecte au fil du temps qui un jour donnera ou ne donnera pas quelque chose, mais qui n'est pas dans le sens de je suis en train d'organiser un projet et de produire et de faire les tâches qui mèneront à la réalisation du projet, tu vois. Oui, alors, mais tu vois, c'est là où moi je suis, enfin moi je suis quelqu'un moi aussi, hein, j'ai des to-do list tous les jours, je travaille beaucoup, j'aime travailler quand j'ai l'impression enfin c'est pas quand j'ai l'impression d'avoir rien fait, genre je suis tout à fait capable de ne pas, euh, enfin pour moi en fait, je suis quand même, j'ai de la chance dans le sens où moi si je lis un livre ou si je vais voir une expo, ou si je vais manger quelque part, ou si je visite un pays, en fait, techniquement, je pourrais dire que je travaille. Donc, même si j'ai une conversation intéressante, par exemple, peut-être notre conversation qu'on est en train d'avoir, pourrait me faire penser à quelque chose que je noterai dans mon carnet, et donc, quelque part, c'est productiviste, puisque j'ai maximisé ce moment. Et moi, quand j'ai une idée, je trace quoi. Enfin, je veux dire, la forme édition, du moment où j'ai dit je vais faire une maison d'édition, 3 mois après, on avait les statuts, 5 mois après, on avait 2 livres. Donc, je pense pas que je suis pas productive. Et je pense que c'est OK. En fait, je pense on est si on est tous en capacité d'être productif et de productif, c'est bien parce que c'est une forme d'expression qu'on a en nous et ce jaillissement-là, il est hyper plaisant à vivre. Moi, j'adore. J'adore ce moment où on travaille, ça va vite et les choses, elles avancent et elles se créent et c'est incroyable. Mais ce que je défends comme idée, c'est le fait que c'est pas l'un ou l'autre, quoi. On n'est pas guerrier et moine bouddhiste. On peut être on est, je pense, des êtres complexes avec des moments différents et des besoins complexes. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai pas réussi à avoir un métier. Parce qu'en fait, il y a des moments où j'ai envie de faire que des trucs dans ma tête et il y a des moments où j'ai envie de faire des trucs avec mon corps et il y a des moments où bon, et en l'occurrence, j'aime vraiment pas me réveiller tous les jours à la même heure, faire la même chose toute la journée et rentrer tous les jours à la même heure. Bon, je pense que ça changera jamais. Mais, et donc, ce truc dont tu parles des idées qui infusent, si j'avais que ça dans ma vie, je serais pas heureuse. Et si je faisais que de la productivité, je serais pas heureuse. Mais les deux en même temps, du coup, en fait, du coup, le fait de pour moi, le carnet d'idées, le fait de noter des choses sans savoir pourquoi tu les notes, mais en te disant, et sans te dire, il faut que ça serve, mais en sachant que ça se trouve, c'est un petit trésor que tu viens de noter, ça justifie ça justifie pour moi le fait d'être en vie. En fait, ça donne du sens au fait d'être en vie ça guérit cette espèce de truc de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette société à naître, à aller à l'école, à travailler jusqu'à sa potentielle retraite et à mourir potentiellement d'un cancer? C'est absurde. Vraiment, je pense que si c'est vers ça que l'intelligence collective nous a amenés, c'est problématique pour moi. Et depuis longtemps, depuis que je suis jeune, je me dis, c'est pas possible qu'on ait développé toute cette intelligence pour avoir ça comme résultat. C'est tellement, j'ai pas d'autre mot que absurde. Et donc, pour pallier à cette angoisse de me dire que bah, clairement, c'est pas moi qui vais transformer tout ça, comment est-ce que je peux au moins ne pas participer le moins possible, montrer que je suis pas d'accord, en ayant, moi, en dessinant une vie où je suis plus proche de ce que je pense que ça pourrait être le fait d'être en vie sur cette planète.
Alors, il y a plein de choses que j'ai pas, hein. J'aimerais bien vivre près de la mer, clairement, c'est pas ce qui m'arrive. Mais donc, c'est pas la vie parfaite, idéale, ben, même si je serais absolument pas contre vivre ma vie parfaite, idéale, mais c'est ce truc de reclaim, comme disent les anglo-saxons, reprendre sa vie, quoi. Et donc, pour moi, la rébellion d'arrêter le temps pour noter ce qui nous passe par la tête, la rébellion de dire ça m'intéresse, et tu sais quoi, je sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais moi, je valide le fait que ça m'intéresse. Ça, pour moi, c'est plein de petites résistances à une société qui me semble pas créative et qui ne, en tout cas, qui n'utilise pas nos potentiels. Voilà, c'est plutôt ça que je veux dire. Et moi, mon travail avec les adultes qui font des ateliers ou qui achètent la méthode Carnegie, etc., moi, clairement, si je conscientise mes outils et si je les partage, c'est parce que moi, ce que je veux, c'est que le plus en plus d'adultes aient accès à leur potentiel que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, peut-être que j'approuverai même pas, d'ailleurs. Forcément, statistiquement, il y aura forcément des gens qui vont utiliser les outils que je donne pour faire des trucs que je serai là, bah, je regrette un petit peu, mais bon. Et en même temps, je me dis, c'est ça qui est excitant quelque part, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va inventer ensemble si on est en capacité de penser ce qu'on pense, de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on pense. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout accès à ça. Et voilà. Et quand tu parles de la créativité, tu emploies un vocabulaire qui est spécifique. Tu parles du muscle créatif, tu parles d'étirer sa créativité, et tu parles aussi de changement moléculaire. Et c'est ce Mm. changement moléculaire dont j'aimerais que tu nous parles un peu, en fait. Alors, que te dire sur le changement? Bah, en fait, donc dans tout le travail que j'ai fait en tant que créatrice et en tant que personne qui pense à la créativité, je me suis rendu compte que, enfin, à un moment, je me suis dit, pourquoi on consomme des histoires? Pourquoi on produit des histoires? Et pourquoi je participe à ça? À part le fait de moi, pour mon ego, de produire des choses pour que les gens les consomment, mais à quoi je participe en fait quand je fais ça? Et donc, je me suis rendu compte, en apprenant des autres et en développant mes réflexions, que bah, les histoires, c'est en fait, on ne peut pas échapper aux histoires. Ce qu'on fait là, de toute façon, c'est ça. Moi, je te raconte une histoire et je suis la même personne avec la prochaine personne et je la raconterai un peu différemment. Et c'est comme ça que nous, l'être humain, c'est notre outil. Les histoires, c'est notre outil pour comprendre le monde, pour se parler, pour apprendre, pour ressentir de l'empathie, pour imaginer. Et c'est là où le point que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on imagine, c'est notre capacité à créer le monde de demain. On ne va pas créer un monde qu'on n'aura pas imaginé. C'est impossible. Donc il faut qu'on travaille notre capacité à imaginer des choses pour pouvoir changer le monde qu'on est en train de créer. Donc si on rétropédale encore un petit peu, si le monde qui existe aujourd'hui est le fruit de ce qu'on a réussi à imaginer et ce qu'on a réussi à imaginer est le résultat de ce qu'on a absorbé, parce que c'est forcément comme ça que ça fonctionne, ce sont les histoires qu'on a lues, vues, entendues, qu'on se raconte, qui peuvent être des croyances, hein, qui nous permettent de créer le monde d'aujourd'hui qui, moi, me semble en dessous de ce qu'on pourrait faire. Et ben la question est quel type d'histoire il faudrait qu'on raconte pour transformer notre imagination, pour transformer le monde dans lequel on vit. Et en fait, moi, je fais partie des gens, en tout cas, qui ont été changés plein de fois de manière passive, c'est-à-dire de manière non consciente quand j'étais plus jeune, parce que j'y avais pas pensé, et maintenant de manière très active, donc en profondeur, par des histoires, que ce soit écouter une personne sur un podcast, voir une série, alors beaucoup plus rarement les films et les séries, mais ça dépend, lire un livre, etc. Et je me suis dit, en fait, les histoires ont vraiment la possibilité de transformer qui l'on est à l'intérieur de nous-mêmes. En plus, moi, bon, donc, je suis une personne lesbienne, mais j'ai pas toujours été. J'aurais jamais pensé il y a 10 ans que je dirais ça dans un podcast. Parce que j'ai pas été éduquée dans un monde où les homosexuels sont des personnes normales et où les homosexuels ont le droit de le dire publiquement, déjà. Ça, c'était il y a 10 ans.
Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde le monde dans lequel on vit, en tout cas en France, je me dis que c'est quand même fou, quoi, tout ce qui existe en contenu, où c'est comme si c'était limite plus un problème, quoi. Comme s'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas une maladie et une justification pour se faire tuer. Euh, et les histoires m'ont beaucoup aidé, m'ont transformé, m'ont permis de grandir. Et en fait, je pense que tout le monde a la possibilité de vivre ça, et plein de gens le font, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et on ne se dit pas que c'est possible, tellement ça semble ridicule, en fait, aussi. Il y a ce truc-là, hein, moi, je suis plus transformée par les histoires aujourd'hui, parce que maintenant, je sais que c'est possible, et donc j'accepte que ça le soit. Par contre, de la même manière, je suis beaucoup plus exigeante, et je tolère beaucoup moins de choses. Il y a vraiment des histoires que je ne consomme plus, des histoires que je ne partagerai plus jamais, etc. Et c'est aussi venu d'une prise de conscience que quand j'étais jeune, bah, je lisais beaucoup, j'allais beaucoup au cinéma, etc. Et donc, comme j'avais tout à découvrir du monde, j'étais transformée par tout ce que je voyais, quoi, puisque tout était apprentissage. Et à un moment, on devient adulte et les histoires basculent un peu dans le soulagement. On voit une histoire pour se détendre, quoi. On voit une histoire pour s'échapper, on voit une histoire pour passer le temps, même si c'était aussi ça que je faisais quand j'étais jeune, mais quand j'étais jeune, j'apprenais des trucs, quoi. Je ressentais fortement les choses. Et à un moment, je me suis dit, waouh, les histoires ne me font. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu un film qui m'a vraiment bouleversée? Ça fait combien de temps que j'ai pas vécu que je n'apprends plus à devenir un être humain grâce aux histoires? Que j'ai l'impression que les histoires, elles sont juste là pour me divertir, et même si je vois une série et que je la dévore, 6 mois après, j'y pense plus. Et c'est un problème pour moi. Et donc, voilà, cette conscientisation que les histoires ont le pouvoir de nous transformer moléculairement, mais que c'est pas, ça ne marche que si c'est activement enclenché dans notre être, qu'elles ont ce pouvoir-là. Donc, choisissons avec précaution ce qu'on accepte et avec lucidité, quoi. Ça veut dire, comme quand on décide de manger du fast-food, tant qu'on est lucide sur ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est OK. Mais si on croit qu'en fait, ça n'a pas de différence de manger une pomme qui a grandi dans la terre saine du voisin et un fast-food, bah forcément, on n'est pas vraiment, on comprend pas ce qui nous arrive et ce qu'on fait en fait. Bah, c'est ça avec les histoires. Et les transformations moléculaires, c'est cette capacité qu'ont les histoires à changer ce qui nous fait nous, comment on pense les choses, comment on ressent les choses et comment on est capable d'ouvrir ou de fermer son esprit et son cœur. Ok. Et on arrive doucement à la fin du coup de cet entretien. Et je vais te poser la question que je pose à tout le monde en fin d'entretien, et qui est, et si c'était à refaire? Et que je te laisse interpréter comme tu l'entends. Euh, mais je pense que je ne peux pas refaire. Enfin, je peux refaire la même chose, quoi. J'ai fait plein d'erreurs et il y a plein de choses qui auraient pu être différentes, mais je ne voudrais pas être ailleurs que là où je suis aujourd'hui. Et comme je lis de la science-fiction, je sais que si je bouge une chose, je ne serai jamais là où je suis aujourd'hui. Donc, mais quelque part, mes ateliers et tout ce que je fais de l'ordre de partager ce que j'ai appris pour des personnes qui seraient moi dans le refaire, en fait. En fait, je pense Mm, que c'est ça la transmission. La transmission, c'est tu peux pas refaire. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est de vouloir vivre une vie où tu te dis à la fin, bon, bah finalement, si c'était à refaire, je ferais la même chose. Pour moi, c'est ça le goal. mm, Mais du coup, par contre, je voudrais pas que les gens passent par ce par quoi je suis passée. J'aimerais que justement, que ce que j'ai fait soit utilisé par les autres pour leur éviter de subir, de traverser certaines choses que j'ai vécues, qui, moi, j'ai réussi à transformer dans quelque chose où je suis OK, je suis en paix, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour vivre une vie heureuse. Donc j'aimerais bien que les prochaines personnes puissent arriver au moment de leur vie où elles sont contentes d'être en vie et de profiter de leur vie sans avoir à faire certaines choses que j'ai dû faire. ok. Donc du coup, le ne pas refaire, c'est éviter aux autres de vivre des choses que tu aurais préféré ne pas vivre. Ne pas refaire, c'est donner aux autres des outils pour qu'elles puissent découvrir ce qu'elles ont à vivre en allant un peu plus loin, un peu mieux. Mm, Voilà, je le formulerai plutôt dans ce sens-là. ok. Ok.
Bah écoute, merci beaucoup Nathalie pour cet échange très riche. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!